Chapitre 12. Le secret des Galous. Comme vous le savez déjà tous les deux, la grande brèche, la brèche du diable, s'ouvrit quand le poing du malin s'abattit sur notre pays. Le père Georges vous a sûrement appris ce qui s'en est suivi. Les deux garçons acquiescèrent à grande branlée de tête, et Louis assura. Oui, les mal jours, le froid, le long hiver. Mais Thierry n'écoutait pas. Son histoire l'avait déjà embarqué loin, très loin dans le temps. À le regarder, les yeux perdus, on aurait presque cru qu'il s'y trouvait encore dans les ténèbres et la froidure des mal jours. Le froid, oui. L'obscurité, quand le jour se change en nuit et que la nuit n'eut plus de fin. Il était terrible ce froid, à vous tuer presque toutes les bêtes et les hommes encore mieux. Et la peur, enfin, quand les premières ombres hideuses des malbestes commencèrent à se répandre dans Occitania. Ces monstres, ils venaient de l'autre côté des montagnes, de la brèche. Il marqua un temps, reprit son souffle, les deux garçons retinrent le leur. Ce furent des temps terribles, des temps de peur. La plupart des hommes se cachèrent, se fortifièrent dans les grandes villes ou les bastides munies de remparts. D'autres se réfugièrent dans des grottes ou des villes troglodytes, comme la roque Saint-Christophe, près de Sarlat. Il y eut famine et moult morts. Il parlait simple, Thierry. On sentait bien qu'il n'avait pas la langue des conteurs. Mais ses mots y gagnaient en force et en vérité ce qu'il perdait en emphase. Le froid, les deux garçons le sentaient presque dans leur chair. La plupart de ceux qui ne purent se réfugier dans les cités ou les abris, livrés à l'hiver sans fin ou aux malbestes, périrent en quelques mois. Il se tut, peut-être pour vérifier l'attention de son auditoire. C'était inutile. Louis et Séverin n'étaient qu'impatients, ses regards fixes, captivés. Mais il y eut un village dont plus personne ne se souvient du nom, un village dont les habitants ne périrent pas. Ce village, il se trouvait là-bas, de l'autre côté. Sa main se tendit vers le nord, les montagnes et ce qu'il y avait au-delà, ce qui brillait là-bas, de sa lumière froide et surnaturelle. Ces gens survécurent, même quand les malbestes commencèrent à apparaître. Mais il leur fallait être forts pour résister dans l'obscurité. Et ils le devinrent. Ce n'était pas la peine d'être sorcier à cet instant pour deviner que Thierry était là-bas en pensée, que son âme accompagnait ces gens disparus depuis longtemps. Est-ce la brèche qui les changea? Peut-être. Mais à eux, elle ne fit pas la même chose qu'aux autres créatures. Elle ne les transforma pas en monstres, du moins pas tout à fait, mais leur donna de bien étonnants pouvoirs. Aux femmes, elle apporta un don extraordinaire, le tailloir. Alors les femmes du peuple surent entendre, parler et comprendre les langues de la terre, des plantes et des bêtes. Elles apprirent à utiliser des forces dont nous ne savons rien, à faire naître chaleur et feu où il n'y avait que glace, rétablir la vie où il n'y avait que graines. 1000 choses dont les hommes ne pouvaient que s'émerveiller. On dit même que certaines pouvaient faire croître un champ de blé où il n'y avait que rocailles, faire jaillir l'eau de la pierre, soumettre les bêtes à leur volonté et voir par leurs yeux, sentir par leur nez, entendre par leurs oreilles. Ces choses-là, on sentait que lui-même avait du mal à y croire, mais que, fidèle, il rapportait ce qu'il avait appris voici longtemps. Aux hommes, elle donna le louvoir, un pouvoir tout aussi puissant, mais bien plus terrible. Il fit silence, puis ajouta pour lui-même plus que pour les deux garçons. Il est dans la nature de la femme de donner vie et réconfort. Mais l'homme, lui, s'il aime bâtir et créer, désire aussi chasser, tuer, détruire et briser. Le louvoir nous donna la force et la puissance de faire tout cela. Il fit de nous les galous. Grâce à nos crocs et nos griffes, nous pouvions chasser et nous nourrir, nous défendre contre les malbestes, et survivre aux mal jours dans les ténèbres et le froid. Il les considéra gravement, eux qui buvaient ses paroles, accrochés à sa langue comme mouches sur glu. Mais il vint un temps où même les deux pouvoirs furent insuffisants pour survivre au souffle de la brèche. Les plantes, les bêtes, tout là-bas devenait trop gonflé de maléfices. La moindre fleur était un chasseur et vous croquez un homme comme friandise.
Quant aux animaux, dites-vous que la Malbeste que vous avez vue hier n'est rien en comparaison de ce qui hante l'autre côté des montagnes. Pour voir, ils avaient vu, et leur trouille était encore bien neuve. Louis de plus savait bien, lui, et d'expérience, que même un galou pouvait succomber à l'assaut d'une Malbeste. Alors ils décidèrent de franchir les montagnes pour trouver une terre d'asile, celle des autres hommes. À cette époque, le ciel s'était déjà éclairci. Alban avait vaincu la Tarasque et sa progéniture maudite. Guillaume Ier avait battu les seigneurs Félons et rallié le pays. La paix régnait à nouveau en Occitanie quand les Galous arrivèrent. Il y avait de la douleur dans sa voix quand il poursuivit. Bien sûr, ils trouvèrent vite quelques villages et là, rencontrèrent ceux qui avaient été leurs frères. Un arrêt à vous tisonner la curiosité déjà si bien allumée. Louis n'y tenant plus le pressa. Et que s'est-il passé? Ce qui se passe malheureusement toujours quand deux peuples devenus étrangers se rencontrent. La violence, la guerre. Il ferma un instant les yeux, y enfermant peut-être quelques cendres de regret. Qui commença? Personne aujourd'hui ne s'en souvient. Une bagarre éclata peut-être entre un galou et un humain. Certains galous disent que des hommes ivres voulurent s'emparer d'une fille du peuple. Certains historiens humains prétendent que des galous auraient dévoré le bétail des villageois. Qui sait? Et quelle importance maintenant? Ce qui aurait dû être des retrouvailles devint un odieux massacre. Les mots qui vinrent alors, les deux garçons voyaient bien qu'ils lui navraient la bouche comme viande pourrie. Les villageois prirent bêche et faux et attaquèrent les galous. Alors, les galous se transformèrent, massacrèrent les villageois et leurs seigneurs, puis les dévorèrent. Leur colère allumée, ils firent de même avec le second village, puis le troisième. Le roi en fut averti et réunit son armée pour marcher contre les galous. Sa voix enfla, on aurait dit que son souffle trimbalait des rumeurs de guerre. Les deux garçons sentaient presque autour d'eux l'air frissonné d'échos de batailles fantômes. Pendant 10 ans, les hommes et les galous s'entretuèrent. Les galous avaient pour eux leur force et leur puissance, leur incroyable sauvagerie. Ils moissonnaient hommes par centaines, mais ces derniers avaient l'avantage du nombre. Personne ne pouvait sortir vainqueur d'un tel combat. Il n'y eut que des victimes, des milliers d'innocents tués dans les deux camps, et Occitania à feu et à sang. Il y eut tant d'horreur et de mort que les corbeaux eux-mêmes n'en savaient plus que faire. Sur ces paroles funestes, il reprit son souffle, mais autour des deux garçons, les terribles images continuaient de tourner. Quand il reprit, pourtant, il y avait dans sa voix comme un brandon d'espoir. Mais il advint un fait qui devait changer le cours des choses, un fait inattendu. Les galous avaient 2 chefs, des frères, Thibaut et Louis. Il allongea un regard vers son neveu. « Oui, Louis, c'est en sa mémoire que tu portes ce nom. Et tu peux en être fier. » Reprenant le fil de son récit, il continua. Or il arriva que Louis tomba en amour auprès de Christine, la sœur cadette de Guillaume. Comment ces deux-là se rencontrèrent-ils et en vinrent-ils à s'aimer? C'est une longue histoire, mais ils convinrent de mettre un terme à cette folie et de réconcilier les deux races. Un jour qu'une nouvelle bataille se préparait entre Thibaut et Guillaume, peut-être la plus grande depuis le début de la guerre, aux portes de Brive, Louis vint trouver Thibaut et Christine Guillaume. Toute la nuit, les deux amants supplièrent leurs frères de renoncer à la violence et de faire la paix, mais on refusa de les entendre. Une bûche pétarada un instant dans le Cantou, et ce fut tout juste si Louis et Séverin l'entendirent, tant ils avaient oublié l'endroit où ils se trouvaient. Dans leur poitrine, leur cœur tambouriné à s'y forcer les côtes pour les deux amants malheureux, prier pour leur réussite. Thierry les prit en pitié. Aussi, à l'aube, alors que l'armée des galous se mettait en marche vers les murs de Brive, Louis quitta les rangs des siens et s'avança seul sous sa forme humaine pour venir appeler Christine, sa belle, sous les murailles de la ville. Les remparts, Louis et Séverin les voyaient presque, et la silhouette éplorée aussi. Ils criaient avec elle en silence. Des soldats lui percèrent la tête et le cœur de carreaux d'arbalète. Ce fut avec le nom de celle qu'il aimait encore sur les lèvres qu'il expira. Les deux adolescents se racornirent soudain, tant c'était presque à eux tout à coup qu'on avait ôté vie, espoir et amour. La belle aux cheveux noirs comme une nuit qu'on disait éclatante et jolie comme une fleur de garrigue, et qui venait d'assister à la mort de son aimé, se jeta des remparts pour le rejoindre dans l'autre monde. Certains affirment même que brisée, déjà presque morte,
Elle rampa sur le sol cruel pour rejoindre le corps sans vie de Louis. Louis et Séverin ne voulaient le montrer ni l'un ni l'autre, mais ils avaient soudain du sable sous les paupières. Ça les picotait par là-dessous, tout fiers et durs qu'ils voulaient paraître. Thierry s'en aperçut peut-être, car il sourit avec tendresse. Un grand silence se fit dans les armées, et soudain on vit Thibaut avancer, tout hirsute et galou jusqu'aux griffes, vers les deux amants réunis dans la mort. À ce moment-là, les portes de la ville s'ouvrirent, et Guillaume, seul lui aussi, et sans armes, s'avança à son tour. Thibaut et Guillaume se rejoignirent devant les deux corps sans vie et se tinrent là, immobiles. On dit que des larmes brillaient sous l'aune de Guillaume et dévalaient la fourrure de Thibaut. Longtemps ils se firent face, quand soudainement on vit le galou mettre genou à terre, et lui, 2 fois plus grand que l'humain, s'incliner tête et queue basse en geste de soumission. Alors Guillaume étendit sa main et la posa sur la crinière du chef galou. On dit que le pelage de Thibaut en devint à cet instant blanc comme neige. L'émotion qui lui faisait trembler la voix tandis qu'il prononçait ces mots se coula dans les membres de Louis et de Séverin. On sentait bien que Thierry ne faisait pas que conter son histoire, mais qu'il la vivait. Elle respirait par ses poumons, battait dans son sang au rythme de son cœur, vivait à travers lui et maintenant à travers Louis. Des questions, Louis en avait tellement dans la tête et sur la langue, coincées contre ses dents à se pousser les unes les autres, qu'il n'aurait pas su par laquelle commencer. Mais Thierry n'avait pas fini. Louis ravala donc sa meute d'interrogations. Elles reculèrent, armées en désordre, et s'embusquèrent dans sa gorge. Guillaume proposa la paix à Thibaut, ainsi que des terres pour tous les galous, des titres pour leurs chefs, à seule condition qu'ils jurent allégeance, vivent en paix, protègent le royaume et jamais, jamais plus ne se nourrissent de chair humaine. Alors Thibaut retourna parmi les siens et leur proposa le marché du roi. Quelques-uns refusèrent, mais la plupart, las de la guerre et dégoûtés des tueries, comme loups ayant trop fait orgie de carne, acceptèrent. Thierry marqua un temps, prêta l'oreille au craquement des bûches dans le cantou. Peut-être lui soufflèrent-elles quelques mots, car il reprit bientôt. Pendant 200 ans, humains et galous vécurent en paix. Nous apprîmes à contrôler le louvoir, à le domestiquer. Nos provinces prospérèrent bien mieux que tout cela. Les galous blancs devinrent les plus impétueux et respectés des protecteurs du royaume. L'élite des armées d'Occitanie, nous défendions ce pays sans coup férir, dans l'honneur et la grandeur. Ils s'enflammaient, gagnés par la gourmandise fiévreuve du feu. Quand l'Anglois, nous croyant proie facile, vint attaquer Bordeaux, ce furent les galous aux premières lignes qui le boutèrent hors du royaume. Ah ça, on n'avait jamais vu soldat déguerpir si vite, ni matelot si motivé à ramer. Nous sommes devenus la garde personnelle du roi. Pendant 300 ans, nous nous sommes acquittés de notre tâche, et nous n'avons jamais trahi notre serment, jamais failli à Occitania, jusqu'à il y a 10 ans. Tout feu avait déserté Thierry. Son regard s'était éteint, sa bouche paraissait soudain mâcher de la cendre au goût répugnant, celle d'un espoir assassiné. Ce fut un humain qui causa notre chute, quand le roi Guillaume le IV tomba malade, voici 15 ans, et que la régence vint au vicomte de Marsac, son cousin. Nous étions encore un ordre fier, respecté et respectable, aimé et admiré de tous. Nous avions un chef sage et juste qui servait le royaume de tout son cœur. Sa voix baissa d'un ton, se muant en un murmure au redans d'amertume. Mais Marsac, ce démon, ce sorcier au cœur noir, le remplaça par un autre, un galou fort, puissant, mais dont le vicomte avait corrompu l'esprit. Ce galou, c'était... Il fallut qu'il insiste pour forcer sa langue à le cracher, ce nom. Et encore paraissait-elle rétive, le baron de Malmort. Il avait baissé la tête, honteux que les siens aient compté dans leur rang un tel individu. Malmort et son maître commencèrent alors à répandre leur poison dans les cœurs des autres galous, flattant en eux ce qu'il y avait de plus bas, encourageant la bête et rendant l'homme mauvais. Les deux garçons le virent serrer les poings sous le poids de ce fardeau. Ça l'écrasait, Thierry, le voûtait, lui, si droit et fier, le racornissait comme une feuille jetée au feu. C'était de la honte qu'il broyait de ses mâchoires soudain lourdes. Et Louis, un instant plus tôt plein de fougue et d'entrain, fier enfin, lui aussi d'être ce qu'il était, plongeait avec lui. Alors les galous de blanc devinrent gris et de gris devinrent noirs. De partout dans le royaume on rapporta des incidents, des histoires affreuses qui ramenèrent les hommes 300 ans en arrière.
À nouveau on eut peur de nous et on nous détesta. On prononça le nom de notre race comme une malédiction pour faire peur aux enfants. Il acheva enfin de l'amertume et de la haine plein la langue. Maintenant le roi est mort, son héritier perdu, Marsac étend son règne de terreur, et Malmort le serre dans son infamie. On n'ose même plus prononcer le mot de Galou. Le rêve est brisé, le cauchemar recommence. Il releva la tête et son regard clair se planta à nouveau dans celui de Louis, lui passant à travers les yeux, allant lui chercher ce qui se trouvait derrière pour ne plus le lâcher. Voilà, Louis, voilà ton héritage. Louis ne s'attendait pas à ça. Ces mots lui déboulèrent dans la tête comme vent en furie, bousculant tout sur leur passage, éveillant en lui une peur soudaine. Mon héritage ? Je t'ai dit tout à l'heure que ta mère t'avait caché, et c'est la pure vérité. Jamais femme n'a autant souffert de se séparer de son enfant, tu peux me croire. Si elle acceptait cette épreuve, c'est que Marsac et Malmort te recherchaient. Depuis 13 ans, les Galous noirs remuent ciel et terre pour te retrouver. C'était un cauchemar que Thierry lui versait maintenant dans l'oreille, et Louis sentait un frisson lui parcourir l'échine. Il avait soudain l'impression d'entendre, sur le crépitement des bûches, les échos terrifiants du cri des Galous. Et par là-dessus, il voyait une larme rouler sur une joue hirsute. « Mais je n'ai rien fait, moi. Je ne suis important pour rien, ni personne. Pourquoi voudrait-on me... » « Parce que tu es le fils de Jehanne de Castelroc, de descendant direct de Thibault le Galou. Parce que ta mère est bien la plus puissante des femmes de notre peuple depuis 300 ans. Parce que tu es, potentiellement, le plus fort des Galous qui ait jamais existé. » La cendre redevenait braise dans sa voix, rendue au feu. Tu es celui qui seul peut vaincre Malmort et son maître, ce diable de Marsac, qu'il rôtisse en enfer. Louis, qui aurait voulu protester, s'en mordit les lèvres. Ça le comprimait soudain, ce poids qu'il sentait lui peser sur les épaules. L'air lui en manquait. Cet héritage, il n'en voulait pas. Il réagit comme un animal piégé, désespéré et agressif. Mais je n'ai rien demandé, moi. Je veux juste être un homme comme les autres. Je n'ai rien fait pour avoir ce maudit pouvoir. Je n'en veux pas. Il sentait que ça lui montait aux yeux à nouveau, et c'est avec colère qu'il refoula ses larmes, de dépit et de peur. Jamais plus je ne veux m'en servir. La main de Thierry s'abattit sur son poignet et le serra soudain avec une force douloureuse, lui renfonçant la suite dans la gorge. Le Galou blanc siffla et ce qui luisait jaune dans ses yeux aurait forcé au silence une pleine charretée de Ferluc enragé. « Ne redis jamais ça, tu entends ?» Il parut un peu se reprendre alors que les deux garçons le fixaient, bille ouverte et pleine de frousse. « N'as-tu pas entendu ce que je t'ai dit ? Ton pelage n'est pas blanc, Louis, même s'il n'est pas noir. » Séverin les considérait tout à coup tous les deux avec quelque frayeur, comprenant que la légende prenait corps dans sa petite réalité. Louis, par contre, savait, et le souvenir de la nuit dernière le faisait trembler. Il avait peur de lui-même. Cette peur, Thierry comprit qu'il ne fallait pas la laisser mijoter pour lui prêter force. Pour cautériser une plaie, on y porte le feu. C'est ce qu'il fit. Tu ne peux pas refuser de le voir, Louis. D'autres ont déjà essayé. Le monde en pleure encore. Ces paroles lui avaient échappé, caillot de mots sortis d'une ancienne blessure toujours vivace. Il se dépêcha de poursuivre. Le louvoir s'est réveillé en toi, il ne se rendormira pas. Tu peux le refuser, le combattre de toutes tes forces, l'ignorer, mais il sera toujours là. Un jour où tu seras faible, lentement, sans que tu t'en rendes compte, il se libérera, plus fort, plus puissant que jamais. Il t'envahira, te prendra tout entier et fera de toi le plus terrible des Galous qui ait jamais foulé ce monde. Louis tremblait à présent. Son bras entressautait à grands coups de nerfs dans la main de Thierry. Ça devait lui faire mal au Galou de martyriser ainsi cet enfant qui lui était presque un fils, mais il termina quand même, tant il est vrai qu'on doit achever la bête blessée. Ou tu peux l'accepter, le comprendre et l'apprivoiser, faire de lui ce que tu veux, le diriger, le transformer en un instrument de bien, de paix. Il se tut un instant, relâchant sa prise, et termina avec un regard d'encouragement qui lui venait comme une éclaircie après l'orage. Oui, nous sommes des fauves, Louis, des prédateurs.
Tout au fond de nous, nous sommes violents, sauvages, égoïstes, méchants et sanguinaires. On n'y peut rien changer, les hommes sont ainsi. La seule chose que nous pouvons faire, c'est accepter cette vérité et la dompter. Ainsi, nous pouvons devenir des êtres de bien et non de mal. Notre pelage reflète notre allégeance, Louis. Puisses-tu choisir la sagesse plutôt que le chaos? Thierry fit silence, attendant une réponse. Louis les aurait bien envoyés au diable, tiens. Lui et toutes ses paroles, ses devoirs, ses responsabilités qu'il lui cousait sur le dos et qu'il écrasait comme pomme sous la presse. L'injustice de tout cela lui soulevait des bouffées de colère aussi vives que vaines. Qu'est-ce qu'il y pouvait, lui, à la misère du monde? Il n'avait pas demandé à naître, et encore moins à hériter de ce maudit louvoir et de ce qui s'y rapportait. Il aurait tout donné à cet instant pour retrousser un peu le temps et redevenir le Louis d'avant, ce simple garçon qui avait trimé au foin avec les autres jeunes du village. Il en venait presque à regretter les mauvais coups de Roland et de Geoffroy. Oui, même les coups de gueule ou de verge du chevalier. Il en eût bien repris 1000 fois si ça avait été le prix à payer pour se débarrasser de sa louverie. Mais même 1000 ans à supporter la malveillance crasseuse de ces trois-là n'y aurait rien changé. Il maugréa, triste, vaincu et amer. « Je n'ai pas le choix, hein. » Thierry répondit, sans détour. « Nous avons tous le choix, Louis, toujours. Mais du tien dépendent la vie et l'espoir de beaucoup. » Il avait de ses manières élégantes, cet oncle qui venait de lui échoir, de vous enfoncer le clou des responsabilités dans le cœur, que Louis le détesta un instant. Cherchant un réconfort, il se tourna vers Séverin, qui l'observait en silence, et il le trouva changé lui aussi. Ce n'était pas grand-chose, un pli de plus au front, une nouvelle ombre dans le regard. Séverin semblait avoir mûri, plus tout à fait un garçon, mais déjà presque un homme. Il affichait l'air grave et réfléchi de ceux sur qui pèse une lourde charge. Et Louis sut qu'il allait accepter avant même d'ouvrir la bouche. Le sort et l'espoir de beaucoup, c'étaient aussi ceux de Séverin, de Madaut, du père Georges ou même celui de la Roussotte et de sa grand-mère adoptive qui les avait si bien reçus. Alors il prononça, sans fixer Thierry, mais en gardant les yeux sur le visage de son frère. « Bien, j'accepte. » Il devina que Thierry allait parler, le féliciter peut-être. Il ne lui en laissa pas le loisir, à une condition. Thierry, qui s'était peut-être attendu à ce que son neveu lui marchande son aide, prit la chose sans surprise. « Je t'écoute, Louis, et si je peux accepter, je le ferai. Je veux voir ma mère, et je veux y aller maintenant. » Sur ce, il se tourna de nouveau vers son oncle pour mieux lui faire sentir sa détermination. Il était temps un peu qu'on tienne compte de ses désirs. Comme il le prévoyait, le galou avait une objection. « Je t'amènerai la voir, Louis. J'en fais serment, mais... » Louis explosa, toute retenue envolée. « J'ai dit maintenant. C'est bien clair. Vous voulez que je sauve votre royaume? Eh bien d'accord. Mais d'abord, il faudra en passer par ma volonté. Je ne demande qu'une chose, c'est celle-là. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais amenez-moi à elle. » Si Louis avait espéré que son éclat impressionnerait le galou, il eut une nouvelle déception. Ce dernier se leva et tonna, la voix en tempête. « Ce royaume est aussi le tien, Louis, et ton premier et ton plus grand devoir est de le servir et de le protéger. » Ce genre d'argument, ça l'égratignait peu, Louis, dans sa décision, mais Thierry ne s'en arrêta pas là. Ce n'est cependant pas la question. Un rire grinçant filtra des lèvres de Louis. Alors, où est le problème? Le problème, Thierry en riait presque, mais ce rire-là, il vous taillait dans la cervelle comme une lancette. Le problème, c'est que tu n'es qu'un louveteau, Louis. Le problème est que tout ce qu'Occitanie à compte de galou va être à tes trousses. Le problème, jeune fou, est que même le dernier d'entre eux peut t'écorcher comme simple volaille. Tu es peut-être, et je dis bien peut-être, le plus puissant des galous, mais il te faut apprendre à accepter le louvoir et à le dompter. Sinon, sa voix retomba jusqu'à ne plus être qu'un souffle. Le plus faible des noirs ne fera de toi qu'une bouchée. Et je suppose que vous m'apprendrez? Louis croyait bien lui river son clou une fois pour toutes au galou blanc et s'en tirer à bon compte. Il déchanta vite. Je peux t'apprendre quelques bases, oui, comme hier. Mais pour devenir ce que tu peux devenir, il te faut un vrai professeur.
Le professeur en l'ouvrit. Voilà bien ce dont il avait besoin. S'il lui était resté un peu de salive et d'humour, Louis en aurait bien ri, mais l'humour, il s'usait un peu en ce moment. Mis à rude épreuve, et sa bouche, il la sentait sèche. Il se contenta de demander, tâchant de prendre le ton détaché de celui que la réponse intéresse à peine. C'était là une petite vengeance mesquine et une attitude un peu infantile, mais après tout, il n'avait que 13 ans, Louis. Et ce professeur, qui est-il donc, pour être plus fort que vous? Soit qu'il ait décidé de l'ignorer, soit qu'il n'ait pas remarqué son expression de gosse en veine de bouderie. Thierry répondit. Je n'ai pas dit plus fort, Louis, quoique nous n'ayons jamais eu à nous battre, et c'est heureux. Par contre, il est certainement plus capable que moi de t'enseigner ce que tu dois apprendre. Une nouvelle phrase, un nouveau mystère, c'en était à croire que Thierry n'avait que ça en bouche, des secrets, des énigmes. Et Louis de suivre, bien sûr, que pouvait-il faire d'autre, au point où il en était? La passion, cependant, était retombée, les mystères, il en avait été gavé à rendre gorge. Et qu'est-ce que je dois apprendre? À t'accepter tel que tu es, et à devenir ce que tu peux être. Devenir ce qu'il pouvait être? Il ne savait pas trop, Louis, ce que Thierry entendait par là, et il n'était pas très sûr de désirer l'apprendre. Être Louis lui suffisait déjà bien assez et se révélait plus difficile qu'il ne le pensait. Il répéta seulement, en peine de sarcasme, fatigué et usé d'émotion comme de colère. La seule chose que je désire, c'est voir ma mère. Il leva les yeux vers son frère, qui l'observait de l'autre côté de la table, plein de sérieux et d'amour. Et ne pas être séparé de Séverin. Pour le reste, faites ce que bon vous semble. Un sourire tendre, pimenté d'un peu de fierté, illumina le visage de Thierry, qui hocha gravement la tête, à croire qu'il le saluait. Je n'ai pas de plus grand désir que de te ramener à ta mère, Louis, je le jure. Mais je ne peux supporter l'idée de me présenter devant elle pour lui annoncer ta mort, et ceci par ma négligence. Il marqua une pause, puis acheva, alors que Louis l'observait, pistant la vérité sur son visage ouvert. Quant à vous séparer tous les deux, je ne m'y aviserai jamais. C'était déjà ça de prix. Le cœur de Louis en pompa plus vaillamment. Il échangea un nouveau regard avec Séverin, leurs mains se levèrent et vinrent se trouver au-dessus de la table. De paroles, ils s'en passaient. Tout ce qu'ils avaient à se dire, ils l'avaient déjà dit. Ils étaient jeunes encore, mais ils savaient déjà que les mots, à trop s'en servir, on finit par les user et les vider de leur sens. D'un même élan, ils se tournèrent vers Thierry. Le grand galou, sec et raide, avec ses allures de seigneur en exil, les couvait du regard. Il y avait de la buée dans son œil. On le sentait ému. Était-ce de les voir si proches, ou bien goûtait-il la nostalgie de quelque ancien serment que lui-même avait prêté avec son frère, le père de Louis? Il leur parut triste soudain, et très seul. Ils lui tendirent leurs mains libres. Un instant, il demeura immobile, surpris par leurs gestes, puis, lentement, un sourire lui retroussa la commissure des lèvres, un sourire radieux, comme celui d'un père retrouvant ses enfants. Il prit leurs mains offertes. Ça leur fit tout drôle de se retrouver à trois où ils n'étaient toujours que deux, liés par le destin autant que par le cœur. Ils n'étaient pas tout à fait une famille, non, mais ce qui s'en rapprochait le plus. Ils échangèrent un sourire. Ils demeurèrent ainsi, enfin réunis par une complicité qui se passait de mots, jusqu'à ce qu'un pli soucieux barre le front de Louis. S'adressant au grand galou, tout pétri de noblesse, il osa enfin, du bout des lèvres. Séverin n'est pas mon frère, n'est-ce pas? C'était plus une constatation qu'une question, et elle ne lui apportait aucun plaisir. Thierry ne chercha pas à nier, mais un rien, une brusque tension se glissa dans sa grande carcasse. Non, Séverin n'est pas ton frère. Il ajouta, après un instant de silence, pas par le sang en tout cas. Alors que les deux garçons échangeaient un de ces regards qui rendent les mots inutiles, il questionna. Est-ce vraiment important pour toi? Les yeux plongés dans ceux de Séverin qui attendait, espérait sa réponse, Louis affirma, sans l'ombre d'une hésitation. Non. Il serra un peu plus vigoureusement la main de son aîné. Peu importe, Séverin est mon frère, par le cœur. De soulagement et de bonheur sans partage qui illuminèrent les traits francs de Séverin valaient tous les mots. Thierry se détendait à peine quand Louis, suivant le fil de ses pensées, le relança. S'il n'est pas mon frère, ni le fils du seigneur de Marfont, qui sont ses parents?
Il s'adressait autant à son oncle qu'à Séverin, qu'il soupçonnait maintenant de connaître la vérité. Le silence gêné de ses deux compagnons le prit au dépourvu. Séverin paraissait chercher le soutien d'un Thierry soudain grave et contrarié. Thierry qui finit par concéder à contre-cœur. Les parents de Séverin sont des gens importants, des gens dont il vaut mieux ne pas répéter le nom à tort et à travers, des grands de ce royaume. Des gens dont Marsac serait trop heureux de récupérer l'enfant, s'il venait à savoir où il se trouvait. Pour cette raison et pour la sécurité de Séverin, je ne peux te répondre. Et il fallait bien mal connaître Louis pour espérer qu'il se contenterait de si peu. Surtout en ce qui concernait Séverin, mais le grand Galou reçut une aide providentielle. Le battant de la porte fut poussé sans manière, alors la jeune précédant l'ancienne, toutes deux charmées. Alors, la jeune précédant l'ancienne, toutes deux chargées comme mules de pleines panières de linge, la Roussotte et sa grand-mère les libérèrent d'un silence devenu pesant, et coupèrent Louis dans son élan. « Ah, je vois que ça va mieux. On laisse 3 chats sauvages sur le point de se tanner le cuir, on retrouve 3 larrons copains comme cochons, c'est bien les hommes, ça. » Les mains nouées se séparèrent, retournant se tapir dans quelques poches, telles des araignées fautives. Seul Thierry, soulagé, pour le compte, d'échapper aux interrogations de son neveu, ne montra aucune gêne et se contenta de rire. Madame a la langue redoutable, bien des vipères pourraient en prendre des leçons. Ce fut au tour de la vieille femme d'éclater de son gazouillement flûté, pas du tout indignée par la réplique. Elles peinaient cependant toutes deux pour transporter leur fardeau, c'est que l'une était encore bien jeune et l'autre déjà un peu usée. Louis et Séverin se levèrent pour leur porter assistance et les aidèrent à amener les grands paniers d'osier dans un coin de la pièce. Quand ce fut fait, la maîtresse de maison déclara « Excusez-nous cette entrée en matière un peu cavalière, mais le vent commence à devenir froid et mes vieux os sont un peu capricieux. » Et c'était bien vrai qu'un air vif entrait par la porte et la fenêtre ouverte. Il s'invitait dans la douce chaleur de la pièce et vous remontait le long des chosses, mordillant mollets et cuisses au-dessous des braies. Séverin se chargea de refermer la porte au nez du visiteur hivernal qui n'eut plus que la petite fenêtre pour venir se réchauffer au cantou. Bien chanceux s'il ne trouvait pas la neige sur le chemin du retour. Peut-être la même pensée effleura-t-elle Thierry qui se leva de son banc. « Nous n'avons que trop abusé de votre hospitalité, madame. Nous allons vous quitter. Il n'est plus que temps de nous remettre en route. » Louis savait bien qu'il leur faudrait partir à un moment ou l'autre, mais là, d'un coup, il sentit retomber sur lui toute la réalité de ce qu'il venait de vivre. Ça lui scia les jambes un instant, lui enfourna au cœur une pleine pelletée d'inquiétude. Il se rendait compte tout à coup de ce que le séjour dans la petite chaumière avait eu de précieux. Durant quelques heures, il s'était senti protégé, à l'écart du monde et de ses dangers, de ses terreurs dont le grand Galou l'avait trop bien régalé. Ces terreurs, elles l'attendaient là, dehors, dans ce monde qui n'était plus du tout celui qu'il avait connu. Il avait grandi dans une bulle protégée, un coin de nulle part où ses seuls sujets d'inquiétude avaient été les tracasseries de ses frères et les humeurs de celui qu'il croyait son père. Combien tout cela lui paraissait dérisoire à présent. Sa réaction, cependant, ne fut rien comparée à celle de la Roussotte et de sa grand-mère. La maîtresse de maison en avait oublié sa bonne humeur. « Et jusqu'où va vous mener cette route, chevalier ?» Ce n'était plus la grand-mère débonnaire maintenant. On sentait, pointant sous la douceur et les sourires, une autre personne. Celle-là, si elle n'était pas maléfique, on la devinait bien capable de vous faire mauvais parti si vous lui cherchiez noise. Elle en devinait long, cette Gisèle, et c'est qu'elle ne devinait pas, elle le flairait comme la renarde renifle la trace du lièvre, fût-il bien caché. Thierry se contenta de répondre « Jusqu'à la liberté, madame. » La sorcière haussa un sourcil qu'elle avait blond et léger. « C'est une route bien périlleuse que celle-là par les temps qui courent, mestre Galou, mais la seule qui vaille d'être empruntée. » Louis, qui suivait l'échange comme il aurait assisté à quelque tournoi de quilles, sentait que des choses lui passaient au-dessus de la tête. Ces deux-là croisaient les mots comme Jean d'épée en joute, et en taisaient autant qu'ils en ferraillaient. Ça l'agaçait, Louis, de se sentir ainsi tenu à l'écart, mais il avait beau tendre autant d'oreilles et de cervelles qu'il pouvait, il n'en récoltait que frustration. Déjà, la vieille femme reprenait. « En cela, vous avez bien raison, mestre Galou. Et puissiez-vous ne pas présumer de vos forces. Vous êtes puissant, c'est vrai. Et votre cœur est vulnérable, et lui le sait. Il connaît votre blessure, votre faille. » Louis ne savait pas de quoi pouvait bien parler la vieille Gisèle, mais Thierry, lui, oui. Ce coup-là porta juste et il fit mal. Pour la première fois,
Louis vit le doute dans les yeux bleu pâle de son oncle. Les blessures guérissent, madame. Les failles se comblent. Le temps les y aide. La vieille femme eut un sourire triste qui lui pinça les rides en un masque de douceur compatissante. On voyait bien qu'elle aussi avait eu à rogner son compte de peur, d'inquiétude et de souffrance. Pas toutes, chevalier, et pas forcément bien, nous le savons tous les deux. Elle hocha lentement la tête, appréciant ainsi la justesse de ses paroles. Dehors, un coup de vent déçu de s'être vu fermer la porte au nez vint jouer à claques volées et brisa le silence qui s'éternisait, devenait pesant. Revenant soudain à la vie, la maîtresse de maison, à nouveau enjouée, lança. « Profitez au moins de mon logis pour cette nuit. Soupez avec nous, dormez ici. Partez demain matin. Il fera bientôt nuit, je ne veux pas vous voir geler sur pied. » Mais Thierry avait déjà pris sa décision. Têtu en diable, il n'en démordait pas. « 1000 fois merci, madame, pour toutes vos bontés. Mais nous sommes obligés de refuser. Nous n'avons que trop retardé l'échéance, et le temps joue contre nous. » Ce fut à cet instant que Louis, se tournant vers la Roussotte, la remarqua soudain toute pâle, l'œil en luisance de larmes, elle qui, pourtant, avait supporté sans broncher les maltraitances du Firmin. On l'aurait dit en deuil. Il s'en passait décidément de drôle ici. À la voir ainsi grignoter de malheur, la goupille, ça ne lui plut pas. Son minois d'écureuil, pour insupportable qu'il puisse être quand elle se faisait moqueuse, il le préférait à rire. S'il en avait eu le courage, il lui aurait bien adressé un mot gentil, mais, sauvageonne qu'elle était, il la croyait bien capable de lui retourner un coup de gueule pour toute peine. Il préféra se taire. D'autant que la vieille maldiseuse en rajoutait encore un peu. « Faites comme bon vous semble, maître Galou, mais prenez garde. » Elle continua, et ça vibrait de manière peu rassurante dans sa gorge, à vous en flanquer des frissons. Le vent est mauvais ce soir, il porte violence et malheur. Méfiez-vous et soyez vigilants. Louis et Séverin échangèrent un regard qu'ils auraient voulu bravache, mais là, soudain, ils ne se sentaient pas d'humeur à jouer les matamores. La sorcière leur avait décapé la vantardise en 3 fournées de mots. Thierry répondait déjà, lui aussi un peu plus soucieux qu'il ne voulait bien le montrer. « Je vous remercie pour votre avertissement, madame, et j'en tiendrai compte, soyez-en sûrs. » Les paroles de la sorcière l'avaient quand même rendu nerveux, et pour que même un galou s'en esquinte la vésicule, il fallait vraiment qu'il y ait matière à tracas. Pressé, tout à coup, il ordonna. « Louis, Séverin, préparez-vous, nous partons. » Chacun d'eux aurait bien demandé pour quelle destination, mais il ne fallait pas être très malin pour comprendre que le moment était mal choisi. Ils obéirent sans discuter. Ce fut pour découvrir la Roussotte en train de fourrer quelques menus bricoles dans un sac grossier, pots d'herbes séchées, boîte au contenu mystérieux. Ils la virent même y enfourner quelques-unes des fameuses tisanes alignées sur une étagère de bois. Ils n'eurent cependant pas le temps de s'interroger plus avant. L'ancienne apostrophait Thierry. Toujours immobile, droit et à mi-donné comme un i, ce dernier trahissait tout à coup sa qualité de guerrier. « J'ai une faveur à vous demander, maître Galou. Nous vous devons beaucoup, madame. Si je puis vous rendre un peu de vos bontés, je le ferai avec plaisir. » « Oh, n'allez pas vous mettre Martel en tête, maître Galou. Il s'agit juste d'accompagner ma petite fille au village. Nous avons besoin de quelques denrées, et je préfère qu'on la voie là-bas en votre compagnie, après ce qui s'est passé hier. » Accompagnée par 2 galous, songea Louis. On pouvait rêver mieux comme chaperon pour une jeune fille. En toute autre circonstance, il en eût presque souri. Il ne savait pas à quoi s'était attendu Thierry, mais en tout cas pas à ça. On le sentait en belle contrariété. Mais il était de ces hommes qui n'ont qu'une parole et ne la reprennent pas. Il acquiesça donc, mais du bout des lèvres. « Bien, madame, mais je tiens quand même à vous dire qu'elle devra rentrer seule. Ce n'est pas très prudent, la nuit tombera bientôt, et n'oubliez pas ce que nous sommes, maître Galou. Une sorcière ne craint pas la nuit, elle y est chez elle, c'est une vérité connue de tous. » « Elle n'est pas seule à y être chez elle, » rumina Louis. Pas convaincu, lui non plus, et pour cause, par des explications de la vieille femme. Thierry ressassait en silence sa déconvenue. Ça l'ennuyait de convoyer cette gamine et de l'abandonner. Ça froissait son sens des responsabilités. Louis et Séverin, eux, suivaient les gestes de la Roussotte qui s'acharnait à enfourner dans son sac un nombre incroyable d'objets. Elle ne regardait personne et piquait du nez dans son labeur, se retranchant derrière ses cheveux en bataille, comme un lapin dans son terrier. Quant à la maîtresse des lieux, elle promenait sur tout un chacun un regard d'espoir et de peur si bien mélangés qu'on ne savait plus où commençait l'un et où finissait l'autre.
C'est dans cette étrange atmosphère qu'ils quittèrent le havre de Gisèle la Noiraude pour retourner au monde des hommes et des galous.